vérifier, parce qu'il fallait bien vérifier qui était dans le cercueil. Là, on s'est aperçu que l'erreur était vraiment réelle. Hein, donc les deux corps avaient été effectivement inversés. Le corps de Benoît Marzet a été interverti avec celui d'Emmanuel Tilloy. Les deux soldats doivent donc être exhumés et à nouveau inhumés, cette fois en petit comité. Une autopsie aurait permis d'éviter l'erreur. Ça n'a pas été le cas. Et la ministre de la Défense, Michèle Alliot-Marie, de rencontrer les deux familles. Madame Alliot-Marie nous a reçus, essayé de nous donner des explications qui m'ont pas du tout convaincue. Oui, ils se sont excusés, mais ça a été une affaire cachée. Une affaire cachée. Mais l'enquête sur la mort des soldats Marzet, Tilloy et leurs camarades va connaître bien d'autres difficultés. L'instruction va avoir du mal à progresser. Rapidement, j'ai compris que là, tous les documents étaient classifiés, ou le seraient de toute façon, et que le secret défense me serait opposé systématiquement, ce qui a été le cas. Le secret défense. Tous les indices matériels relevés par les soldats français sur le terrain sont classifiés confidentiel défense. Ils ne vont être délivrés qu'au compte-gouttes au juge d'instruction. Dans le dossier, des dizaines de pages blanches, barrées d'un trait. Ce sont les informations que le ministère de la Défense ne souhaite pas révéler. C'était sans fin en fait, et à chaque fois qu'un document que je pouvais apprendre au détour d'une audition apparaissait intéressant, je devais ressaisir donc la commission pour obtenir la déclassification du rapport établi par un tel. Alors disons que ça n'en finit plus. Malgré tout, Brigitte Reynaud enquête et s'intéresse tout d'abord à l'arme du crime, les deux Sukhoi 25. Des avions qui vont nous dévoiler une étrange histoire de la France-Afrique. Au départ, ces Sukhoi viennent de Biélorussie, un ex-pays du bloc soviétique avec lequel la Côte d'Ivoire a souscrit un contrat d'État à État. Sont fournis des avions, mais aussi des hélicoptères, des munitions et d'autres matériels militaires. Selon nos informations, les deux Sukhoi partent donc de Biélorussie, le 15 octobre 2004, dans un avion cargo. Après un crochet par la Libye, ils arrivent à Abidjan. Nous allons rencontrer l'homme qui a validé l'achat des Sukhoi pour le compte de l'armée ivoirienne. C'est un proche du président Laurent Gbagbo, son conseiller spécial dans le domaine de la sécurité. Mon rôle, c'est de commander ce dont la Côte d'Ivoire a besoin, hein, et de m'adresser à des gens qui les vendent. Voilà. Et puis bon, j'autorise les dépenses, l'État les paye, et puis c'est tout. Rien d'illégal à tout cela. Malgré l'insurrection qui fait rage en 2004, il n'y a pas d'embargo sur les armes en Côte d'Ivoire. Donc à l'époque, il achète. Ah oui. Il n'y a pas de mystère à cela. Je veux dire, il n'y a rien à cacher dans cette affaire. Dans toute opération, il y a toujours des gens qui sont chargés de servir donc d'intermédiaires ou de vous guider, etc., etc. Dans cette note confidentielle défense, le nom d'un de ces intermédiaires, un Français, Robert Montoya. C'est lui qui a vendu les deux Sukhoi 25. Robert Montoya, un ancien de la cellule Élysée sous François Mitterrand. Un gendarme impliqué dans quelques secrets d'État, notamment l'affaire dite des plombiers de la République. Vieille histoire. À l'époque, Robert Montoya avait purgé 3 mois de prison pour cette affaire d'écoute illégale au profit de François Mitterrand. Dossier classé. Robert Montoya est aujourd'hui installé au Togo. Un petit pays, ami de la France, à seulement 1 heure d'avion de la Côte d'Ivoire. L'ancien gendarme est reconverti dans la sécurité et la vente d'armes.
il a accepté de nous rencontrer. Un rendez-vous des plus inattendus, car Robert Montoya est un personnage discret de la France-Afrique. Il préfère d'habitude fuir les caméras. Mais cette affaire de vente de Sukhoi lui cause des déboires. Aujourd'hui, il ne veut pas servir de bouc émissaire. Non, mais enfin, je pense que on veut me faire porter un chapeau qui est un peu trop large et comme je vous dis, j'ai rien à voir là-dedans, ni de près ni de loin. Vous avez quand même livré les 2 avions Écoutez, le propriétaire d'un véhicule neuf qui vous vend sa voiture, si vous avez écrasé quelqu'un, il n'est pas responsable, non? En Afrique, les affaires prennent parfois d'étranges tournures. 9 soldats français sont donc morts sous les tirs d'un avion vendu par Robert Montoya, un ancien militaire français. J'ai pas de leçon de patriotisme à recevoir de qui que ce soit et je suis profondément français. J'aurais jamais accepté, si vous voulez, que quelque chose comme ça ne se fasse. Vous regrettez aujourd'hui un petit peu d'avoir livré ces 2 Sukhoi? Écoutez, je regrette. Je ne peux pas regretter parce que il y a dans le monde, il y a des tas de matériels qui sont livrés et on ne sait pas ce que ce matériel, dans quel cas il peut être utilisé. Et le marchand d'armes affirme n'avoir aucune information sur le bombardement et ses commanditaires. Et Brigitte Reynaud n'en apprendra guère plus sur Robert Montoya. Elle se tourne donc vers la justice ivoirienne. À Abidjan, c'est également un tribunal aux armées qui est en charge de l'enquête sur le bombardement de Bouaké. Un procureur militaire s'occupe de tous les dossiers sensibles entre la France et la Côte d'Ivoire. Il se souvient bien de sa rencontre avec la juge Reynaud. Il en conserve même un souvenir dans son bureau. Pour le magistrat, la balle est dans le camp de la France. Il explique qu'à l'époque, l'armée française pouvait faire très vite toute la lumière sur cette affaire. S'ils n'avaient pas fait ce bouquin et que calmement, ils avaient invité dès que les avions étaient posés. Les pilotes étaient encore là, ils étaient encore Abidjan, ils étaient même encore sur la plateforme, sur l'aéroport. Ils ne se reprochaient rien. Ils ne savaient pas qu'ils venaient de tuer les gens. Ils ne se reprochaient rien. Il leur appartenait de les appeler pour dire, monsieur, voilà ce que vous venez de faire, on vous met aux arrêts. C'était en 5 minutes, tout était clair. Aujourd'hui, tous les 60 millions de Français et les 15 millions d'Ivoiriens auraient su ce qui s'est passé. Que se passe-t-il au retour des Sukhoi sur l'aéroport de Yamoussoukro? Pourquoi les Français positionnés en bout de piste n'arrêtent-ils pas les pilotes à leur descente d'avion? D'autant que parmi les éléments déclassifiés et versés au dossier, on trouve ce document. Un film étonnant qui aurait été tourné juste après l'attaque du lycée Descartes. Des images prises sur l'aéroport de Yamoussoukro par un militaire français. On y voit les pilotes à leur descente d'avion. Ils quittent tranquillement la piste. Le capitaine qui a tourné ce film confirme aux enquêteurs. Étiez-vous sur l'aéroport à l'arrivée des 2 Sukhoi 25 après le bombardement du collège Descartes? Absolument. Nous étions toujours sur place dans le cadre de notre mission et de ce fait, nous avons pu filmer la sortie des équipages des 2 Sukhoi 25. Les Français filment les pilotes, mais ne les arrêtent pas. Pour quelle raison? Ces avions ont effectué leur bombardement. À peine 10 minutes après, ils étaient à nouveau posés sur Yamoussoukro. Et sachez qu'en 10 minutes, quand les pilotes sont arrivés sur l'aéroport, les Français présents sur l'aéroport, comme le commandant en bas à Abidjan, n'avaient pas encore été mis au courant de toute l'ampleur de ce bombardement. Et les éléments sur Yamoussoukro n'avaient pas la connaissance de ce qui venait de se passer à Bouaké 10 minutes après. Donc les pilotes sont partis, j'allais dire, du fait de ce décalage horaire. En fait, il y a 20 minutes entre le bombardement de Bouaké et l'atterrissage des Sukhoi à Yamoussoukro.
20 minutes durant lesquelles les deux bases françaises n'auraient échangé aucune information. Problème, le colonel d'Estremo, qui lui était à Bouaké, nous livre une version différente.